En fait, si tu comprends pas la situation du client, tu peux lui donner le meilleur conseil du monde. Si c'est pas adapté à sa situation, c'est le pire conseil, quoi. En Europe, il y a pas mal de possibilités. La liberté d'établissement, la liberté de circulation des capitaux, un exit tax qui est largement affaibli. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une expatriation en Europe, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux. Là, c'est un peu sur un intermédiaire qui est arrivé en fait où il y a eu cette belle offre en fait qui est arrivée sur le marché en disant vous pouvez venir 4 ans dans le pays, c'est free of tax. En fait, c'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue à la source aux États-Unis sur une LLC US. Tu ne vends pas aux que tu ne sois pas. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Hangar Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis de MNC Conseil, ancien banquier d'affaires. Exactement, ex-banquier privé même. Ok. Ex-banquier privé. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là, ça me fait super plaisir. On va pouvoir parler fiscalité à l'international. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Yes. En tant que fondateur de marque e-commerce, c'est vrai que les sujets de pouvoir partir aux US, pouvoir partir dans différents pays, attaquer l'Europe, etc., c'est toujours des sujets compliqués. On sait jamais par où un peu prendre. Tout le monde a des setups différents. Tout le monde a des setups pas forcément très clean. Ouais. Et j'ai pas encore le setup, va dire, parfait. Tu vois, je pense que la fiscalité, c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'elle est adaptée à chacun. Exactement. Et c'est la première question, j'ai l'impression, quand on va avoir un fiscaliste, c'est parlez-moi de vous d'abord et après on verra qu'est-ce qui est le mieux optimisé par rapport à votre fiscaliste. Oui. Parce que beaucoup vendent des packages de sociétés offshore, etc., mais ils connaissent pas, ils comprennent pas la situation du client. Et en fait, si tu comprends pas la situation du client, tu peux lui donner le meilleur conseil du monde. Si c'est pas adapté à sa situation, c'est le pire conseil, quoi. Donc tout dépend d'un nous, on fait un audit en fait, comme n'importe quel avocat. Mais ouais, c'est exactement ça. Faut avoir et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde n'a pas le même setup, parce que les situations qui peuvent sembler similaires sur le papier, en réalité, ça dépend d'un milliard de facteurs qui peuvent complètement faire switch le setup. Et c'est ça en vrai qui est difficile parce qu'on a envie d'entendre. Allez, dis-moi la formule magique. Dis-moi la formule magique. Exactement. Et en fait, il y a pas de formule magique. Il y en a pas. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que je trouve que tu mets un temps de compréhension, même si, comme tu dis, trouver les bonnes personnes, c'est pas forcément facile. Comment tu sais c'est une bonne personne quand tu connais pas ton sujet? Et moi, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté beaucoup de temps et je suis pas encore, je pense, ce setup correctement aujourd'hui sur la partie internationale. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir parler avec toi de ça, de pouvoir parler avec toi des options. De aussi pouvoir parler d'un business que tu as commencé à créer en France qui commence à être solide et en fait de te dire que tu as aussi la possibilité de partir mais de rester et aussi d'exceller à l'international sans pour autant tu vois forcément sortir. Enfin il y a plein d'options et voilà, l'idée c'était de pouvoir en discuter avec toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je te suis, je suis tes questions et je m'adapterai pour te donner les meilleures réponses qui te conviendront. Trop bien. Moi ma première question c'est là, si on avait un business et qu'on veut scaler aux États-Unis, on a un petit business en France, la France commence à fonctionner, société holding, assez simple. On veut partir aux US, est-ce qu'on crée une succursale? Comment ça se passe? Ouais. Et la deuxième question qui va, je pense, ensemble, c'est tu veux t'amuser à aller attaquer l'Europe, tu veux t'amuser à aller attaquer d'autres pays. Est-ce qu'on l'attaque avec la société française? Est-ce qu'on l'attaque pas avec la société française? Est-ce qu'on réfléchit avec d'autres sociétés ou est-ce qu'on enlève cette société mère française, ça devient juste une société d'en dessous et on crée d'autres sociétés avec une société mère qui devient au final une société EU? Ouais, il y a plein de... on peut se perdre dans la question, mais ouais, on va dire, t'as un business, t'as une société opérationnelle, t'as une holding en France, tu fonctionnes comme ça, on t'a dit de faire une holding pour optimiser en France, etc. Ok, maintenant tu veux lancer d'autres business, que ce soit des business européens ou US, on va prendre le cas des US. Si tu veux tester un marché, on parle souvent, il y a deux façons de tester un marché. Soit tu envoies une succursale, soit tu envoies une filiale. Une succursale, c'est l'extension de la personnalité morale d'une société. C'est en gros, tu dédoubles ta société française. Tu as une SAS française qui fait du chiffre, en France, tu as ton shop, tu vas faire une succursale US de cette société, donc c'est l'extension de la personne morale française du coup de cette société. Ça, c'est bien pour tester un marché. Dans certains pays, c'est plus compliqué que d'autres. Ça dépend aussi si tu as des employés sur place. Et le cas des US est vraiment particulier. Et c'est propre au e-com en plus parce que vous avez vraiment un gros marché US à aller attaquer. En général, c'est un peu... on joue en Europe et après, quand on veut vraiment double down, on va aux US. C'est très bien, mais du coup, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a des vraies complexités aux États-Unis. Aux États-Unis, au niveau fiscal, est-ce que tu embauches des Américains? Il y a le fait d'avoir la primauté nationale. Donc, en gros, tu peux pas embaucher un étranger s'il peut faire le même job qu'un Américain. Dans ce cas-là, il faut embaucher un Américain. Si tu fais du business aux US, tu es ce qu'on appelle EDBUS. Donc, tu es Engaged in a Trade or Business in the US. Donc, tu payes de la fiscalité aux US, quoi qu'il arrive. Bref, il y a plein de notions à prendre en compte. Donc, on revient à la base. Soit tu fais une succursale, soit tu fais une filiale. La succursale, je l'ai dit, c'est une extension de la personne morale. La filiale, c'est une société fille. Comme si tu avais ta société fille française, une mère française, tu pourrais très bien faire une fille
américaine, une LLC par exemple, grande forme très prisée de beaucoup d'optimisation. Tu fais une LLC US qui est détenue par ta holding française. Et donc déclarée en France et en donc, tant que... Voilà, et donc déclarée en France, mais attention, la LLC, on dit souvent qu'il n'y a pas d'impôt sur une LLC, qui c'est à 0% aux US. En fait, c'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue à la source aux États-Unis sur une LLC US. Quand tu ne si vends tant pas aux est États-Unis. que tu ne sois pas EDBUS, le fameux Engage in a Trade or Business. Donc que tu ne fasses pas de chiffres aux États-Unis. Si tu vas attaquer le marché US, j'espère pour toi que tu vas faire du chiffre aux US. Donc ta filiale LLC US, par exemple, va être imposée aux États-Unis. Et ensuite, en fonction de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, la remontée de dividendes de la filiale américaine vers la holding française, bah, elle sera imposée soit à 5, soit à 15 en fonction du pourcentage de participation, en fonction de plein de choses. Mais ça peut être une bonne optimisation, par exemple, une bonne solution en tout cas. C'est si tu as déjà une fille et une mère, que globalement tu es assez solide et que tu dis on double down sur les US, on y va franco, bah, tu fais une LLC détenue directement par ta holding française et ouais, tu mets des équipes là-bas, tu mets des teams là-bas, tu seras de toute façon fiscalisé dans le pays et ensuite il y aura une retenue à la source ou non sur la remontée de dividendes au niveau de la mère française. Mais qui sera retenue à la source aux US ou en France ? Une retenue à la source, c'est forcément du pays de départ, donc retenue à la source aux US, qui est réduite ou voire éliminée en fonction de la convention. Les fameuses double tax treaties, les conventions de non-double imposition, c'est ce qui en gros, c'est les conventions des agréments qui sont régis entre les différents pays et qui justement déterminent non seulement l'unique résidence des personnes, physique et morale, mais aussi là où tu payes des impôts ou non. Un peu aux États-Unis, un peu en France, un peu dans les deux. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on dirait step 1 succursale, step 2 filiale. Et step 3, si les US dépassent l'Europe ou la France, dans ces cas-là, réfléchissons carrément de s'expatrier différemment au niveau fiscal, personnel, parce que là, pour le coup, ça n'a plus forcément d'intérêt aussi peut-être de vivre en France. Et Exactement. donc là, voilà. Exactement, ouais. Et LLC, dans ces cas-là, juste pour reprendre, sur une filiale, on est sur du LLC Delaware, on est sur du LLC... Enfin, peu importe. Peu importe. Okay. En réalité, les États, il y a des soucis d'anonymat qui en fait sont un peu bullshit honnêtement. Juste petite parenthèse quand même, les LLC Delaware, New Mexico, tout ça là, c'est anonyme auprès des tiers. Donc toi, tu peux pas savoir si ton pote il a une LLC là-bas parce que c'est anonyme auprès des tiers. C'est pas anonyme auprès de l'administration fiscale. L'administration fiscale a accès à toutes les informations. Tu peux te faire une LLC au Delaware, c'est pas pour autant que tu es anonyme. Quand je dis ça sur les réseaux, les gens me disaient oui, mais dans ce cas-là, tu fais un prête-nom. D'accord, ok, dans ce cas-là, tu fraudes, tu mets les menottes aux US et basta quoi. Donc voilà. Que ce soit Delaware, New Mexico, peu importe, à la fin des fins, si on raisonne en termes fiscaux, il n'y a pas de grand impact. Alors il y a des impacts en fonction des États au niveau du pourcentage d'imposition, machin, mais à la fin, la formation juridique, c'est la même. C'est une société aux US, et ça pourrait être une LLC. Il y a différents types de LLC, il y a les disregarded, les incorporated, les unincorporated, enfin il y a plein de types. On ne pourra pas rentrer dans le détail ici, parce que c'est vraiment du cas par cas, mais ouais. Globalement, succursale, tu peux tester le marché avec une succursale, ou directement faire une filiale. Il n'y a pas... Ça dépend de ta structuration. Si tu as déjà une holding en France, peut-être vaut mieux faire une filiale. Si tu n'as pas de holding et que tu veux juste dédoubler, potentiellement avoir une succursale. Okay. Mais je veux pas que les gens prennent des conclusions hâtives parce que c'est du cas par cas, quoi. Bien sûr. Et sur la partie européenne, moi j'ai des amis qui sont à Dubaï, j'ai des amis qui sont en Andorre. L'Andorre, je pense que peu de personnes en ont parlé, mais ça a été quand même un spot qui commence un peu à se refermer, mais qui est quand même un spot intéressant. Il faut juste vouloir vivre en Andorre. Exactement, et qu'il est de moins en moins intéressant quand même. Beaucoup de gens partent d'Andorre là en ce moment. Moi j'en ai beaucoup. Mais sinon, on a Chypre. On a. Je vois pas trop après. Tu veux que je te fasse un petit tour d'horizon ? Ouais, c'est les grosses questions qui viennent. Les gens, ce que je disais ce midi au déj, on me disait c'est quoi les pays un peu où tu peux t'expatrier, machin. Moi je fais la grande distinction en Europe, hors Europe. Hors Europe, il y a 2-3 pôles, c'est Bangkok, Dubaï, le Panama pour les plus fous. Mais sinon, il y a pas. En général, c'est ça, c'est là-bas que les gens vont. En Europe, il y a pas mal de possibilités. L'Europe a l'avantage en tant que tel, peu importe le pays européen, a l'avantage de la liberté d'établissement, de la liberté de circulation des capitaux, d'un exit tax qui est largement affaibli. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une expatriation en Europe, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux. Il n'y a pas de visa, l'exit tax, tu n'as pas forcément besoin de payer tout de suite ou de mettre des garanties, ce qui n'est pas le cas quand tu pars en Europe, hors Europe, pardon. Bref, l'Europe, c'est plus simplifié. Quand on regarde l'Europe après, ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de pays européens, tu n'as pas besoin de rester 6 mois et un jour pour être résident fiscal dans le pays. Ça, c'est une grosse condition. Le critère temporel de la résidence fiscale, c'est principalement en Thaïlande,
ou dans tous les autres pays un peu en voie de développement. En réalité, Thaïlande, Indonésie, même Dubaï, hein, il y a 3 mois maintenant, c'était 6, mais le Panama, c'est 6 mois. Enfin, tous les pays en développement, c'est 6 mois. Tous les pays en Europe, qui sont des pays développés, le critère de résidence fiscale n'est pas uniquement temporel. Donc ça, c'est aussi un avantage aux pays européens. Maintenant, pour revenir à ta question, quels pays sont intéressants d'un point de vue fiscal ? Globalement, tu vas avoir le Portugal qui est assez intéressant. Pareil, hein, en fonction des profils d'entrepreneurs, il y a des pays qui sont plus ou moins. Mais Portugal, Lettonie, c'est mieux la Lettonie que l'Estonie d'ailleurs. Donc, et quitte à aller en Estonie, autant aller dans le meilleur pays balte, quoi. Ensuite, tu as Chypre qui est assez intéressant. Chypre, tu as un régime qui s'appelle le non-domiciled, qui est propre à toutes les anciennes colonies britanniques. Il y avait ça à Malte aussi. Okay. Il y avait ça au UK aussi, mais qui a été aboli en mai. Là d'ailleurs, moi, des personnes que je connais qui veulent quelque chose d'assez sécuritaire, qui sont français, tu vois, et qui veulent... il y a la Suisse. Ouais. Ou alors les UK ont sorti quelque chose, et ça d'ailleurs je voudrais en parler, parce que je sais pas assez l'histoire des 4 ans maintenant au UK, où tu es exonéré d'impôts et après tu reprends tes impôts. Ouais, alors moi j'ai suivi le UK qui a abandonné le statut de non-dom, qui était... Et là c'est un peu sur un intermédiaire qui est arrivé en fait, où il y a eu cette belle offre en fait qui est arrivée sur le marché en disant vous pouvez venir 4 ans dans le pays, c'est free of tax. Si vous n'avez jamais habité au UK pendant les 15 Donc années. ils ont remis le non-dom, parce que c'est vraiment propre au statut non-dom. Ouais. Faudrait que je regarde, j'ai eu aucune demande là-dessus. Tout le monde a fui le UK, il y a eu 900 millionnaires qui sont partis l'année dernière. Donc c'est non pardon, beaucoup plus, c'est les chiffres de la France, ce qui n'est pas réjouissant, mais beaucoup des milliers de millionnaires qui sont partis de UK parce qu'ils ont abandonné le statut non-dom. Rapidement, le statut non-dom, c'est en gros des avantages fiscaux qui sont donnés à des personnes qui veulent s'implanter dans le pays, devenir résident fiscal du pays sans pour autant y être domicilié. C'est une notion très border, mais en gros c'est un statut qui confère des avantages fiscaux, qui est propre à toutes les anciennes colonies britanniques, l'île Maurice, Chypre, Malte, les UK. Et comme le UK il a abandonné, tous les autres pays étaient un peu en mode tremblotant, parce que si le UK lui-même abandonne ce statut qui est très intéressant et qui a eu comme conséquence de faire partir des centaines et des centaines de millionnaires du pays, on peut se poser la question de l'avenir du statut dans les autres pays, quoi. Okay. Et par rapport à ça, est-ce que si tu as demain en tant qu'e-commerçant qu'on peut bouger partout, tu vois, tu peux te retrouver, ton fournisseur il est au Portugal, tu bouges au Portugal, mais si ton fournisseur est en Chine, tu bouges en Chine. Tu peux vivre un peu aux US si tu attaques les US. En même temps, tu vis un peu en France si tu as un peu tes teams en France. Ou en tout cas ton pôle européen pour attaquer ton Europe. T'as envie de faire un peu de business parce qu'il y a quand même du monde à Singapour, à Dubaï, à Bali. Enfin, il y a quand même des endroits, un peu des spots à Miami. Enfin, il y a quand même des spots où tu retrouves quand même beaucoup de très gros entrepreneurs, beaucoup de business. Est-ce que finalement, moi j'ai toujours compris que la fiscalité personnelle était la plus importante et c'est celle qu'on sous-estimait beaucoup et qu'on parlait tout le temps des entreprises, mais en fait les entreprises sont des coquilles et la finalité c'est vraiment ton perso et qu'est-ce que tu veux en faire. On peut couper là, s'il vous plaît, retenez vraiment cette phrase. Ça se voit qu'il a été martelé par les fiscalistes, mais c'est hyper important ce que tu as dit et il y a très peu de gens qui l'ont en tête, vraiment. Je répète, la fiscalité personnelle c'est la plus importante. On regarde d'abord la fiscalité personnelle, ensuite la fiscalité corporate, parce que la première a une incidence sur la seconde. Donc ouais. Je t'ai coupé, mais ça non, mais c'est un point où en fait tes sociétés, demain en France, tu peux avoir 5-6 sociétés, tu as tes holdings. En fait, ton personnel est le plus important et c'est où tu veux te situer. Et moi, j'avais cette idée de me dire, si je bouge, tu vois, 6-7 mois dans l'année, qu'est-ce qui est finalement le mieux ? Et en fait, les sociétés, on s'en fout, entre guillemets. C'est suivant ce que toi, tu as envie de faire avec ces sociétés, où tu as les personnes qui travaillent finalement, où tu as les meilleurs leviers bancaires, si tu as besoin de leviers bancaires, les investisseurs, mais ça dépend, c'est toujours pareil. Ça aussi, tu as beaucoup de véhicules aujourd'hui d'investissement différents, tu as beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Donc finalement, où est ta valeur immatérielle de tes boîtes ? Mais une fois que tu as validé ça, c'est où toi, tu veux te mettre personnellement. Et ma question que je me posais, c'est... imaginons la Suisse ou imaginons même la France, etc. Si tu commences à bouger un peu beaucoup et que tu n'es finalement jamais trop 6 mois dans un pays, est-ce que tu as le droit d'être dans ton propre pays comme la Suisse par exemple ou un autre est-ce que c'est pas grave si finalement tu n'es que 3 semaines dans ce pays et beaucoup de temps dans le reste ? Le critère temporel, c'est un gros sujet. Beaucoup sont obnubilés par ces fameux 183 jours, ces fameux 6 mois et 1 jour. C'est vraiment un quasi-mythe. C'est-à-dire que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que dans beaucoup de pays en développement, le critère de résidence fiscale, donc le critère qui détermine si tu es résident fiscal ou non dans ce pays, il est uniquement temporel. C'est ces fameux 183 jours. Thaïlande, Indonésie, Dubaï, Panama, etc. Les pays développés, j'englobe du coup tous les pays européens, tous les pays qu'on connaît, les US, etc. C'est pas un critère temporel unique en tout cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans un faisceau de critères un des critères qui est temporel, mais souvent, en gros, il suffit de cocher un de tous les critères. Il suffit d'en cocher un seul pour être résident fiscal du pays. Exemple, en France,
tu peux très bien rester 0 jours dans l'année en France et être résident fiscal français. Parce qu'en France, les critères de résidence fiscale, c'est l'article 4B du Code général des impôts. Il y a 3 critères, personnel, professionnel, économique, et un sous-critère du critère personnel et le critère temporel des 183 jours. Mais tu peux très bien ne pas être résident fiscal français au titre du critère personnel et l'être au titre du critère professionnel ou économique. C'est un peu le même raisonnement dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que souvent, on va prendre en compte ton centre des intérêts vitaux. Alors, il y a différentes manières de le dire. On ne prend pas sur un critère. Voilà, Ouais, c'est un faisceau d'indices. C'est un faisceau d'indices et vraiment, la temporalité, c'est pas la clé. C'est-à-dire qu'il y a 2 vérités. Tu peux très bien ne pas être résident fiscal d'un pays en restant plus de 6 mois dans le pays. 2, tu peux très bien être résident fiscal d'un pays en restant moins de 6 mois dans le pays. Ouais. Et tu peux pas être résident fiscal nulle part. Ça, c'est aussi un truc de les gens qui me disent ok, dans ce cas-là, je fais 2 mois partout et je suis nul. Non, dans ce cas-là, tu es résident fiscal de ton pays de départ, en fait, ton pays d'attache, qui est souvent la France. Et qu'est-ce que tu penses du. J'ai plus le nom du livre, mais tu vas reconnaître totalement ce que je veux dire, je pense. Du plusieurs passeports, pas le même immobilier dans le même pays où tu vis. Les 5 flags. Ouais. C'est un peu un mythe. J'ai un peu le seum parce que moi, j'aimerais bien faire cette stratégie. Moi, quand j'ai entendu cette stratégie la première fois, je me suis dit, mais c'est ça mon goal. Bah ouais. Mais en vrai, en tant que libertarien, c'est le goal de beaucoup de monde. En réalité, c'est de plus en plus un mythe. C'est-à-dire qu'on ne sera pas à 5 flags, on sera peut-être à 3. Ce qui est déjà tu peux les expliquer au cas où. Ouais, alors les 5 flags, en plus, à chaque fois, j'en oublie un. Mais en gros, t'as donc le pays dans lequel est située ta boîte, le pays duquel tu es résident fiscal, le pays dans lequel tu as tes comptes bancaires, donc ton patrimoine, le pays dans lequel tu vis et le pays. Je sais plus quoi, le 5e. Mais bon, déjà, on se rend bien compte que le pays dans lequel on vit et le pays dans lequel on est résident fiscal, c'est très compliqué quand même d'être résident fiscal dans un pays dans lequel on y va jamais. On là, a t'as aucune... pas rajouté le trust, t'as pas rajouté tout voilà, ce qui va autour. Ouais, c'est ça. Il y a le pays de la transmission, je sais pas quoi. Ça. Bon, bref. Ouais, c'est un peu un mythe. On peut s'en rapprocher, c'est-à-dire qu'on peut quand même se dire, garder la base de cette logique qui est quoi en fait. Cette logique, c'est juste ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai en investissement, c'est vrai en business, c'est vrai en stratégie de vie, c'est vrai en tout. Donc, si on peut avoir un business, et peut-être c'est le pays où on a des clients aussi, bon bref. Mais tu peux avoir tes clients dans un pays, avoir ton business autre part et ton patrimoine dans un autre pays encore. Le plus important finalement, c'est un peu qu'on ne puisse pas te prendre ta maison, ton argent et te bloquer dans le pays finalement en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les gens utilisent les gens utilisent cette stratégie pour en gros être safe. C'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en cas de problème, que tu perdes pas tout. Si t'as un problème dans le pays, t'as toujours t'as bloqué des murs entre chacun des pays, ce qui fait que ça on peut le faire quand même. Ça on peut le faire. Ça on peut le faire quand même. On peut bloquer. Il y a des écrans fiscaux qu'on met via des sociétés. Alors c'est compliqué de dire sur des trucs parce qu'après on part vite dans le mythe et dans le yalla, genre ok, je mets 8 holdings interposés et à la fin moi je suis résident fiscal panaméen. Bon, en réalité, le fisc, souvent, il casse tout. Et ce qu'on appelle des conventions anti-abus. Et ce qu'ils appellent le chalandage fiscal en France. En gros, c'est cette notion de dire bon, t'es 8 coquilles vides là, que t'as mis au milieu pour faire genre qu'il y avait des trucs. On transparise tout et ça revient en fait à l'UBO, à toi. Donc, bon, il y a quand même des choses à faire, mais tout n'est pas. C'est gris, quoi. Mais moi, j'ai vraiment ce point-là de plus réfléchir à build fort sur, tu vois, 10, 15, 20 ans. Dans cette idée de construire et de créer des écosystèmes. Qui tiennent et qui fonctionnent ensemble parce que tu as forcément du coup différents types de business qui arrivent, tu vois, comme toi je pense que on vient de voir pour un service mais en fait il y en a plusieurs qui découlent ensuite. Tu te rends compte que dans les différents services qui découlent, il n'y a pas forcément les bonnes personnes en face, toi-même tu essaies de trouver les bons partenaires et tu les trouves pas forcément et donc au final tu finis par les créer parce que tu as la demande et donc ça finit par créer des sociétés différentes. Non mais et on arrive tous à ce point, c'est que bien sûr. Quand tu commences à être bon sur le top, en fait, tu te rends compte que le bottom, il est pas forcément aussi beau et aussi bien que ce que tu imaginais. Et donc, tu finis par le créer quand tu as la demande qui est assez grande. Et finalement, tu commences à avoir des entreprises qui sont littéralement différentes. Et c'est là où ça devient aussi des compréhensions de... Tu vois, nous, on a nos marques, mais à côté, on a aussi, du coup, les boîtes de serviciels qu'on a pour nos marques. Mais nous, c'est là où on se régale en tant que fiscaliste. Et en fait, là, c'est là où moi, j'ai envie de savoir et de comprendre. Et c'était mon point aussi de cette rencontre, de cette invite à la maison, de pouvoir se poser aussi en off sur ça et de vraiment réfléchir, tu vois, dans un objectif de build intelligemment et de trouver des solutions parce que je pense qu'il n'y a rien qui est parfait. Moi, tu vois, tous les gens qui m'ont dit pars à Dubaï, pars à tout ça, quand je regarde aujourd'hui, ça a fait beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que ça a vraiment construit ? Qu'est-ce qui reste ? Tu vois, je vois d'autres personnes qui ont choisi la voie difficile. Ça a pris 3-4 ans, c'est vrai. Ça a pris plus de temps. Ils ont été un peu plus patients. Mais aujourd'hui, ils ont build. Et ce qu'ils ont build avant de pouvoir les déloger ou voilà. Et ça, c'est aussi un point, tu vois, au niveau des équipes. Moi, je commence par, tu vois, on avait ce truc en off, mais ce truc de se dire, là, tu vois, on peut faire un podcast, on a les équipes qui travaillent. Enfin,
je trouve que c'est là où tu commences à capitaliser, à commencer à avoir quelque chose C'est de là où cool, t'as tu ton vois. levier. C'est là où C'est t'as ça. ton levier. Et je trouve que c'est là où ça devient intéressant de Ouais. comprendre, tu vois. Et, Mm. et moi, c'est comprendre les différentes logiques des pays, essayer de comprendre comment on peut s'adapter par rapport à ces logiques-là et comment on peut créer du business finalement qui tourne assez bien, tout en étant assez smart et tu vois, pas payer pour payer ou faire des erreurs qui coûtent très cher, quoi. Ouais, ben en fait, je te disais, nous, en tant que fiscaliste, je suis pas avocat fiscaliste, mais en tant qu'on va dire expert dans ces domaines-là, c'est là où on se régale, parce que c'est là où il y a beaucoup d'optimisation à faire. Quand on commence, alors, c'est là aussi où c'est compliqué, hein, faut marcher sur des œufs des fois, mais en tout cas, quand tu commences à avoir plusieurs sociétés qui ont des activités connexes, donc potentiellement il peut y avoir de la facturation entre ces sociétés. Là, on tombe direct dans le problème justement des prix de transfert. Quand on a une société dans un pays faiblement taxé qui fait du service pour une société dans un pays hautement taxé, donc France-Dubaï par exemple, Ouais. s'il y a du service entre ça et que les deux sociétés appartiennent au même UBO, Ultimate Beneficial Owner, donc toi, il y a un sujet de prix de transfert, il faut que tout soit réglementé. Mais en tout cas, il y a des moyens quand même d'optimiser grâce à ça. Je veux dire, Amazon, enfin, on va pas l'apprendre aux multinationales, quoi. Elles Bien le font sûr, tous les jours. Donc, en gros, il y a des vrais sujets là-dessus, même d'ailleurs dans un cadre franco-français. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un groupe, de construire vraiment une logique de groupe avec une holding ou plusieurs sous-holdings, avec 2 ou 3 niveaux, etc. Souvent, il y a des gens qui se paluchent un peu là-dessus pour pas grand-chose. Moi, je suis plutôt de l'avis des fait du cash et ensuite on verra la structuration en 8 étages. Par contre, quand il y a un groupe avec plein d'activités multiples, diverses, connexes et qu'on peut vraiment créer une structuration adéquate pour ça, même en France, on peut optimiser. Ouais, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ok, est-ce que tu aurais quelque chose à partager pour des personnes justement qui sont un peu perdues, qui se posent toutes ces questions? Moi, j'essaie toujours d'avoir un discours au niveau des fondateurs que j'ai pu accompagner, qui était un discours que j'aurais aimé entendre, qui est de dire, là déjà, t'en es où? Parce que si tu commences à me poser cette question et que t'es au début et que ton but là, c'est de faire ta marque, fais ta marque. Maintenant, fais-le intelligemment. C'est quoi la société que t'as créée? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SRL? Pourquoi t'as fait ce choix? Est-ce que tu veux mettre une holding derrière? Est-ce que t'as une vision à 1 an, tu veux vendre? Ou est-ce que t'as une vision à 5? Juste des questions assez basiques, du ping-pong assez basique. Et juste là, t'as un setup, tu sais combien il coûte, il est entre 2 et 5K, fine, il est fait, tu vois. Mais ensuite, quand tu rentres dans la question de, tu vois, tu vas attaquer peut-être l'Allemagne, tu vas attaquer d'autres pays, tu vas peut-être attaquer les US, là, ça devient complexe et c'est presque décourageant, je trouve. Tu vois, tu arrives à un moment donné où tu te poses beaucoup de questions, tu essayes, et à la fin, tu fais peut-être pas, parce que tu as l'impression que c'est pas simple. Alors que quand tu le décortiques, finalement, tu peux trouver que, en fait, non, c'est juste des options, il faut juste les déterminer, les exécuter. Après, si le business était simple, tout le monde ferait beaucoup d'argent. C'est ça, mais Il y a- tu vois ta logique, je vois comment très bien, et t'éduques. il y a des problèmes en tant que fondateur de marque e-com ou autre, t'es prêt à prendre que moi je suis pas prêt à prendre, et t'as des problèmes que t'es pas prêt à prendre que moi je suis largement prêt à prendre. Bien sûr, ouais. Forcément. L'idée c'est justement d'accompagner et d'être accompagné sur tous ces sujets-là. Pour revenir quand même sur la base, tu l'as très bien dit, il y a un ping-pong de base à avoir quand même avec un jeune créateur d'entreprise, que ce soit du e-com ou autre. Il y a quand même des questions, un ping-pong hyper important à avoir au début d'une marque, parce que ça sert à rien de partir dans des structurations astronomiques si le mec fait 10K par mois, qu'on soit bien clair. Et encore, il y en a qui me posent des questions, ils en font même pas deux, mais donc, business setup simple, légal, s'il vous plaît. Genre vraiment, c'est hyper important parce qu'en fait, ça peut flinguer ton business. Simple, légal, légèrement optimisé dès le début. On ne demande pas de faire des optimisations de fou furieux. Pour les premiers 10-20 cas par mois, on est bien là-dessus. Et ensuite, s'il y a des sujets d'expatriation, d'attaquer d'autres pays, etc., là, il faut se faire accompagner, mais il faut bien se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent sur la table. Et d'ailleurs, ça peut être moi, ça peut être des avocats, ça peut être... On s'en fout, mais il faut se faire accompagner parce que c'est hyper important. Et tu l'as dit, des fois, vous vous fermez, et je le vois, moi je le voyais à la banque privée. Les entrepreneurs se ferment à des marchés ou des opportunités parce que pour eux, il y a des contraintes réglementaires ou logistiques ou juridiques qui sont pas prêts à prendre. Mais ça, il y a des avocats, des partenaires qui sont prêts à les prendre pour vous, ces contraintes. Donc, c'est hyper important. Vous pouvez faire beaucoup plus d'argent en payant 10K un avocat que juste en se disant avec des œillères, vas-y, tu sais quoi, on reste sur le marché français. Finalement, c'est ton cost of scale que tu es prêt à payer. Exactement. Je pense que beaucoup de personnes se rendent pas compte de j'ai aussi cette enveloppe à poser sur cette partie, il faut que je sois prêt à la poser avant d'attaquer un marché. Bah ouais, c'est simple, c'est pas simple quoi. Le business c'est dur au début et c'est encore plus dur quand tu scales. Trop bien. Bon. Merci Coco. Merci à toi Louis, c'était trop bien. C'était J'en voulais une petite, je voulais quelque chose d'assez... au moins poser plein de questions, si vous avez des questions, posez-les. Je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir rééchanger, refaire des choses, peut-être des sujets plus atypiques ou essayer de taper des sujets vraiment très précis. Avec plaisir. Mais c'était un plaisir. C'était broad, mais on était obligé de quand même faire une petite introduction. C'est ça, exactement. Merci. Merci à toi mec. Au plaisir. Ciao, ciao.